commencer pour ne pas prendre trop de retard. Je vous remercie déjà de votre présence. Je m'appelle Thibaut Surini, je suis chargé de mission à l'interprofession Fibois Grand Est, que je vais vous présenter tout à l'heure, et en charge notamment de la valorisation du bois dans la construction. Et avec ma collègue Laurie Schiff, je ne sais pas Laurie si tu peux te présenter en 2 secondes. Après, voilà, on voulait vous proposer ce webinaire. Donc, Laurie, si tu veux juste te présenter, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Donc, Laurie Schiff, je suis chargée de mission aux communes forestières du Grand Est et plus particulièrement sur le secteur alsacien. Donc, c'est plutôt les Alsaciens qui me connaissent. Voilà, donc on souhaitait vous réunir et on est très heureux de votre présence pour vous parler de l'utilisation du bois dans la commande publique et notamment son application au bois construction. Et donc, voilà, on est très heureux que ce sujet puisse vous intéresser. On va essayer de répondre à un maximum de vos questions, sachant que nos 2 structures peuvent, on vous le montrera, vous accompagner au mieux dans l'aboutissement de vos projets. Alors, très rapidement, si tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, bon, en espérant que tout le monde nous entend bien et voit bien la présentation. Si jamais vous avez des soucis techniques, n'hésitez pas aussi à couper vos micros et vos caméras. Alors, les micros, aussi pour faciliter l'écoute de tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions aussi, notamment pendant les interventions à venir. En fonction du temps aussi que nous avons, on pourra aussi prendre peut-être des questions à l'oral, mais n'hésitez pas pendant l'intervention des personnes de poser vos questions directement par écrit et que nous relayerons bien sûr ensuite. En termes de programme, qu'est-ce qu'on a prévu? Donc, un événement qui va durer maximum 2 heures, où on va vous présenter chacune des 2 structures, donc à la fois Fibois Grand Est et puis l'Association des communes forestières du Grand Est. Et puis, on vous présentera aussi en 10 minutes un outil que nous avons développé en commun, que l'on a intitulé le kit des élus, justement pour parler de l'utilisation du bois dans la construction et des perspectives que nous avons à ce jour. Puis ensuite, 2 élus accepteront de prendre la parole pour faire un retour d'expérience. Tout d'abord, donc Monsieur Siner, qui est maire de Condé-sur-Marne, qui parlera donc du groupe scolaire qui a été construit sur sa commune, en bois bien sûr, et Monsieur Barlier, qui est maire de Fréland dans le Haut-Rhin, pour cette fois un projet de maison médicale. Voilà, donc ce sera bien sûr l'occasion d'échanger aussi entre vous tous sur les démarches déjà effectuées et puis voir ce qui pourrait être reproductible. Voilà, alors en introduction, je laisse tout de suite la parole à Monsieur Thierry France-Lanor, qui est président de Fibois Grand Est. Voilà, Thierry, je vous laisse la parole si vous voulez dire quelques mots. Merci. Oui, bonjour Thibaut, bonjour Laurie, bonjour Paul, bonjour à tous. Je vais être très rapide pour que vous passiez plutôt dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans les questions techniques qui peuvent vous intéresser et qui vous seront explicitées. Il est évident pour nous, le Fibois Grand Est a à cœur fortement, évidemment, c'est une de ses missions majeures de développer à la fois la forêt et également l'utilisation du bois au mieux, sachant qu'on s'inscrit là-dedans dans cette démarche de lutte contre le réchauffement climatique et de meilleurs modes de construction. La récente, la future réglementation RE 2020 qui va bientôt se mettre en place, même si c'est avec un peu de difficulté, elle a quand même beaucoup de pertinence et elle envisage un développement important de la construction en bois. Donc nous devons, c'est vraiment un rôle majeur que ce développement de la construction. Une des principales pistes de développement de la construction en bois vient en fait de l'action volontaire des collectivités locales, qu'elles soient territoriales ou municipales,
Dans les deux cas, ce sont les acteurs majeurs aujourd'hui du développement de la construction en bois. Donc, c'est encore plus vrai, bien sûr, des communes forestières qui devraient logiquement avoir à cœur de développer l'usage du bois en général, et en particulier éventuellement de celui qui est pas trop loin, local, sans aller jusqu'à la commune strictement, mais pourquoi pas. Donc ça, c'est très important. Donc c'est vraiment le relais majeur pour nous, Fibois, en matière de construction en bois. Les donneurs d'ouvrage, les donneurs d'ordre les plus importants sont réellement les collectivités territoriales, c'est-à-dire vous tous qui êtes là aujourd'hui présents à cette petite information. Donc nous avons développé, les collaborateurs vous les présenteront, des outils simples pour vous permettre d'appréhender ça, et puis bien évidemment aussi, Fibois est là à vos côtés pour vous aider dans ces démarches. Voilà, j'en dirai pas plus, je vais laisser surtout à la fois que vous puissiez qu'on puisse vous présenter ces différents outils, et puis que vous n'hésitiez pas à nous interroger, à vous poser un tas de questions. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Monsieur France Lanor. Je passe la parole à Michael Weber, que je salue et que je remercie aussi de sa présence, qui est président de l'Union régionale des communes forestières de Lorraine. Voilà, je vous laisse aussi peut-être nous dire quelques mots. Bien, bonjour à toutes et à tous. Si on m'entend bien, il n'y a pas de problème, on m'entend bien? Oui. Parfait, merci. Très bien, merci. Écoutez, oui, en introduction et en complément de ce que vient de dire Thierry France Lanor, je pense qu'il est important qu'il y ait une prise de conscience des uns et des autres sur la nécessité de valoriser au mieux nos bois. Je pense que c'est un des éléments et une des raisons pour laquelle les communes forestières, le réseau des communes forestières pense qu'il est important de travailler sur l'utilisation du bois dans la construction. Je suis maire d'une petite commune en Moselle-Est de 750 habitants. J'ai eu le plaisir moi aussi de valoriser des bois dans le cadre d'un projet d'un aménagement, d'un agrandissement, d'un aménagement. Et on pourrait vous citer beaucoup d'expérimentations qui ont été menées les dernières années sur de l'utilisation de bois, parfois même de bois de hêtre, en bois de structure. Je pense en particulier à un projet que j'ai piloté dans le cadre de ma présidence du Parc naturel régional des Vosges du Nord dans l'approche Alsace. Moi, je voudrais juste revenir sur quelques éléments. La première, c'est qu'on a l'habitude de croire ou de penser, et on doit lutter contre cette idée que la construction de bois est l'apanage notamment de nos voisins allemands, parfois scandinaves. Or, la qualité des bois, elle est la même finalement que l'on se trouve d'un côté ou de l'autre de la frontière. Il faut qu'on casse cette image peut-être, ou cet imaginaire qui voudrait nous faire croire que les bois français sont de mauvaise qualité. Le deuxième élément, c'est celui sur la valorisation du bois lui-même. Les communes forestières ont un double intérêt à ce qu'on valorise le bois dans la construction. Elles y ont un intérêt parce que d'abord, il y a, je pense, une adhésion de nos concitoyens aux matériaux bois, ça, sans doute plus que ce que l'on a pu constater à certaines périodes de l'histoire. Et deuxièmement, c'est que derrière, notamment dans cette région Grand Est, la forêt publique et singulièrement la forêt communale est un élément important, aussi bien en surface, vous le verrez tout à l'heure dans les présentations qui est faite, que forcément à titre économique. Donc cet élément de la valorisation des bois, pour nous, c'est un petit peu un cercle vertueux qui fait que notre forêt communale peut contribuer à l'utilisation du bois dans la construction. Le troisième élément, c'est la balance commerciale. J'y reviens parce que pour moi, c'est une préoccupation. Je ne me satisferai jamais que la balance commerciale de la filière bois en France soit déficitaire, ça dépend des années, autour des 6 milliards d'euros, alors qu'elle est à l'équilibre ou excédentaire dans un certain nombre d'autres pays européens, là encore scandinaves ou voisins. Il faut que l'on trouve les moyens effectivement de changer, là encore, cette balance commerciale et de faire en sorte qu'il y ait une meilleure valeur ajoutée pour les bois. Et donc, c'est mon dernier sujet en cette introduction, c'est de dire que le matériau bois est un matériau d'avenir, que nous avons en région Grand Est, grâce à des grandes écoles, je pense à l'ENSTIB et à d'autres organismes. Nous avons la chance d'avoir des experts en matière de bois, des ingénieurs qui font de la recherche, de l'innovation, de l'expérimentation et qui promettent demain une valorisation et une plus-value de nos bois qui est extraordinaire. Il faut que nous, on joue notre part
du rôle, en quelque sorte, de valorisation de ces bois, de l'utilisation dans la construction. Et je crois que tout ça aura le mérite et permettra à ce que, eh bien, on ait une meilleure valeur ajoutée de nos bois dans nos forêts communales, et que finalement, derrière, c'est aussi le coût de nos bois qui sera revalorisé. Je ne sais que trop, que pour être dans le réseau depuis quelques temps déjà, régulièrement, les collègues se plaignent parce qu'on ne retrouve pas dans les ventes de bois les prix qu'on a connus dans les années 90, avant la tempête Le Tard. Et je pense qu'il faut aussi réfléchir peut-être à une autre valorisation du bois aujourd'hui, demain, de façon à ce que justement, eh bien, tout le monde s'y retrouve dans cette filière et dans ce cercle vertueux que nous devons ensemble impulser. Voilà ce que je pouvais dire en introduction à cet instant. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci à vous deux. Je vous propose de présenter tout d'abord le premier organisme, donc FIBOIS Grand Est, que je représente. Donc, on a une association de promotion de la filière forêt-bois. On est ce qu'on appelle une interprofession. Donc, on est là pour fédérer l'ensemble des acteurs de la filière au niveau régional, allant vraiment des forestiers jusqu'à la cendre, finalement, donc jusqu'au bois énergie, en passant par les scieurs, les charpentiers, menuisiers ou autres transporteurs, par exemple. Bref, l'idée, c'est d'essayer de faciliter la réunion de l'ensemble de ces professionnels pour faciliter leur travail au quotidien et faire émerger des solutions face aux problématiques qui pourraient se poser dans leur activité économique, pour vous apporter, vous, maître d'ouvrage, des solutions toujours plus simples, moins onéreuses, etc. Voilà. Donc en diapo suivante, voilà, pour rappel, la filière forêt-bois, elle concerne énormément de secteurs complémentaires. On est vraiment sur un schéma d'économie circulaire, encore une fois, allant de la forêt jusqu'au bois énergie, avec à chaque fois des synergies entre chaque domaine. Voilà, la transformation de bois, par exemple en scierie, ça génère bien sûr du bois d'œuvre, mais aussi du bois qui peut être destiné à l'industrie, à l'énergie, et tout ça dans un cercle vertueux et sans bien sûr dénaturer la gestion forestière qui est bien sûr sur un principe de gestion durable. Et tout ça, ça génère énormément d'emplois aussi et forcément une économie locale extrêmement importante. Et FIBOIS donc, est réuni aujourd'hui 17 collaborateurs sur 3 sites, donc Strasbourg, Nancy et Châlons-en-Champagne. Donc en termes de chiffres clés, voilà, vous avez un petit détail, mais il faut savoir que la filière représente au niveau régional plus de 10 000 établissements, soit plus de 55 000 emplois. Donc on dit souvent qu'au niveau national, c'est l'équivalent de la filière automobile. Et ça génère un chiffre d'affaires régional de 11 milliards d'euros annuellement. Monsieur Weber en a parlé, il y a des formations extrêmement diversifiées sur le territoire et des compétences, voilà, on a toute la palette de compétences disponibles dans les formations, allant du CAP au Bac+5, voire même probablement des doctorats aussi qui peuvent être dispensés. Et puis, en termes aussi d'activité régionale, il faut savoir que le Grand Est, c'est la 4e région, la 2e région forestière en matière de récolte. On est sur vraiment une région avec un potentiel fort, de par notamment la présence de la ressource aussi, puisque 33% du territoire régional est couvert de forêts. Et donc, voilà, on a des compétences allant de la récolte, voilà, avec le sciage aussi, qui est une activité très très forte sur notre territoire, et qui fait que ça constitue aujourd'hui des débouchés très complémentaires. Encore une fois, on a des industries, on a des acteurs reconnus au niveau national, voire même au-delà, sur le sciage, sur la charpente, avec aussi un tissu de TPE et de PME très conséquent qui ont des vrais savoir-faire. Voilà. Pour continuer, voilà, sachez que FIBOIS est présent dans toutes les régions de France, alors sous des noms assez proches, et donc réunis sous l'entité FIBOIS France. Donc on est vraiment fédérés aussi pour mutualiser nos actions, partager nos objectifs
Et voilà, donc toujours dans l'intérêt des professionnels de la filière. Sachez que voilà, on est aussi un médiateur et un interlocuteur. L'idée, c'est de faire se rencontrer des personnes qui ont des besoins avec des fournisseurs ou des apporteurs de solutions. Donc, en ce sens, et avec un devoir de neutralité, on est là pour vous accompagner aussi à trouver des professionnels qui peuvent répondre à vos demandes. Et donc, ça représente un tissu de 120 collaborateurs et donc 6000 entreprises qui adhèrent directement aux interprofessions que nous sommes. Et je voulais juste finir par la présentation d'un outil, mais qu'on détaillera un petit peu après. C'est que au niveau de la construction bois, qui nous occupe peut-être plus particulièrement aujourd'hui, on a notamment un outil qui s'appelle le Panorama Bois, qui permet à tout internaute, de manière totalement gratuite, de connaître des références de bâtiments bois qui sont construits sur le territoire. Et ce site existe même au niveau national. Et donc, vous pouvez trouver, à la fois par zone géographique, mais aussi par typologie d'ouvrage, des références de bâtiments qui sont déjà construits, avec à chaque fois le nom des équipes qui ont travaillé dessus, autant la maîtrise d'ouvrage que la maîtrise d'œuvre ou encore les entreprises. Et donc ça peut être un outil de prospection et de voir ce qui s'est fait un petit peu sur votre territoire ou de connaître des bâtiments un peu équivalents à vos projets pour voir un petit peu ce qui a pu se faire et en retirer bien sûr du retour d'expérience et des bonnes pratiques. Voilà. Je passe la parole à Laurie Schiff qui va vous présenter donc l'association des communes forestières. Merci Thibault. Donc moi je vais passer donc à la présentation du réseau des communes forestières du Grand Est. Donc tout d'abord, vous êtes des élus forestiers pour la plupart, vous avez de nombreuses casquettes du fait de vos mandats et de vos fonctions. Il y a 4 grandes casquettes qui concernent principalement dans la gestion forestière et tout ce qui va toucher autour de la filière forêt et bois, notamment donc la gestion des risques, l'aménagement du territoire, la gestion forestière, également la maîtrise d'ouvrage, et c'est vraiment cette casquette-là qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, quelques chiffres, plus du côté de la forêt cette fois. Donc, Thibault l'a dit, il y a 33% du territoire qui est recouvert de forêt et on a 40% de forêt communale à l'inverse du reste du territoire national. On a beaucoup plus de forêt communale sur le Grand Est, qui est le premier propriétaire forestier. Et sur les 2425 communes forestières, on va avoir 1540 adhérentes qui vont représenter 70% de la forêt communale. Donc l'objectif de cette association donc des communes forestières va être multiple. Donc tout d'abord, ça va être de faire valoir les intérêts des communes forestières en portant leur voix au niveau des différentes instances et représenter leurs intérêts. On va aussi avoir pour objectif de positionner l'élu comme acteur incontournable et mettre en œuvre une politique forestière territoriale en accompagnant les collectivités dans leurs différents projets qu'ils peuvent avoir sur leur territoire, mais aussi en étant acteur de la transition énergétique et en participant justement à la mise en place de cette politique territoriale. Et on va aussi assurer l'information aux élus pour leur permettre d'assurer leur rôle via donc des séances d'information comme celle-ci, mais aussi avec des guides ou des outils qui vont permettre d'avoir de l'information accessible aux élus. Comme pour Fibois, on est aussi inséré donc dans un réseau national qui couvre l'ensemble du territoire français avec 9 unions régionales et au niveau du Grand Est, on va être répartis aussi en associations départementales pour vraiment avoir un contact plus local et plus adapté aussi au contexte de chaque département, avec une union régionale qui va fédérer au niveau du Grand Est pour mener aussi des projets régionaux. Donc avec plusieurs contacts. Et je voulais profiter donc de ce webinaire pour vous présenter un nouvel outil qui est porté par la Fédération nationale des communes forestières et qui s'appelle ART, donc Analyse des retombées territoriales. Donc le principe en fait de cet outil va être de quantifier les retombées économiques sur le territoire par rapport à un projet de construction de réhabilitation en bois selon 3 échelles. Donc on va avoir l'échelle locale, donc avec un rayon inférieur à 80 km, l'échelle française et l'échelle étrangère. Et donc ces échelles vont correspondre à l'origine du bois intégré dans le projet, mais également à l'origine des prestataires. L'objectif va être donc de justifier et valoriser les choix des maîtres d'ouvrage en quantifiant
les retombées que ça peut avoir, qu'un projet peut avoir sur le territoire, mais aussi de justifier auprès des partenaires politiques et publics. Donc, on va avoir des résultats chiffrés, donc un montant des retombées économiques locales dû à l'usage du bois et des prestataires locaux ou français ou étrangers. Le nombre d'emplois qui vont être créés ou maintenus grâce à ce projet et également la quantité de CO2 stocké. Donc c'est vraiment un outil de communication en fait pour permettre de valoriser les projets donc, des collectivités publiques qui intègrent le bois dans ces projets-là. Donc cet outil va être bientôt mis en ligne, donc à la fin du mois, et je vous donnerai donc le lien en vous envoyant cette présentation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur une des deux structures? Non, s'il n'y a pas de questions, on vous propose peut-être de continuer. N'hésitez pas, de toute façon, pardon, je vais remettre la caméra. Vous pouvez toujours réagir sur le chat si des questions vous viennent. On vous propose voilà, très rapidement de vous présenter finalement un outil que nous avons développé ensemble, donc qui s'appelle le kit des élus et la commande publique en matériaux bois. Et donc on l'a finalisé en fin d'année dernière, et donc on va vous donner un petit peu les clés pour le trouver et voir ce qu'il contient. Pourquoi déjà? Tout simplement parce qu'il y a un besoin, effectivement, on l'a entendu en introduction, hein, qui est massif et on l'espère de plus en plus fort de pouvoir mener des opérations performantes, notamment pour rénover le parc existant. Ça, c'est un enjeu majeur de la société aujourd'hui, hein, d'améliorer la qualité de vie dans les bâtiments existants, et notamment le confort thermique, que ce soit le confort hivernal, mais aussi le confort d'été, dont on va sûrement et tristement entendre de plus en plus parler. Donc en ce sens, le bois et les matériaux biosourcés de manière plus large ont aussi des solutions à apporter. Monsieur France Lanor l'évoquait aussi pour la partie 9. La réglementation environnementale 2020 devrait, je parle au conditionnel parce qu'il y a pas mal de changements, mais en tout cas devrait être appliquée au 1er janvier 2022 maintenant, avec une volonté de diminuer l'impact carbone dans les bâtiments. Et donc pour cela, des seuils carbone seront imposés à des échéances un peu différentes, donc 2025 et puis 2031. Mais l'idée, c'est que derrière, plus les matériaux seront vertueux d'un point de vue carbone, justement, et plus ils seront faciles à mettre en œuvre. Et c'est vrai que le bois a une réelle carte à jouer, et les matériaux biosourcés également, puisque le bois est un capteur de carbone, hein, puisque quand il pousse, voilà, il absorbe du CO2, et lorsque la matière est utilisée en bois d'œuvre, ce CO2 reste piégé dans la matière, et pendant toute la vie du bâtiment, vous avez un impact tout à fait bénéfique sur l'environnement, puisque pendant ce temps-là, le renouvellement forestier s'opère et absorbe de plus en plus de CO2. Je ne rentre pas dans le détail de la sylviculture, mais c'est vrai que c'est clairement un enjeu majeur aujourd'hui de valoriser ces matériaux, et ça s'accompagne aussi d'une volonté de la société. C'était aussi évoqué par Monsieur Weber, une volonté d'aller vers davantage de matériaux de proximité, de favoriser les entreprises régionales aussi, hein, de recourir au tissu local. Et là aussi, matériaux de proximité, le bois, on l'a vu, est parfaitement présent dans notre territoire. Donc en ce sens, ça a des vraies cartes à jouer. Et puis, on voulait aussi mentionner qu'on a réalisé un travail notamment avec le Conseil régional du Grand Est pour identifier des assistants à maîtrise d'ouvrage qui sont spécialisés dans le bois et les biosourcés, parce que voilà, on ne construit pas en bois comme on construit en briques ou en béton. Ça nécessite un vrai savoir-faire. Aujourd'hui, on a clairement des compétences sur le territoire. Le plus difficile, sûrement, c'est de les trouver. C'est de savoir qui fait quoi et avec quelles compétences. Et donc là, bien sûr, c'est
Nous, Fibois et les communes forestières, on peut clairement vous aider à trouver ces compétences, mais clairement, la présence d'un assistant à maîtrise d'ouvrage pour des premières opérations bois peut s'avérer tout à fait judicieuse, et en ce sens, une liste sera prochainement diffusée par le conseil régional pour vous faciliter l'accès à ces informations. Et donc, nous avons, si tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc on a souhaité aussi contribuer à faciliter votre travail d'élu et de maître d'ouvrage, donc en présentant ce kit. Et donc, vous y retrouverez donc en différentes fiches à la fois la méthode et retours d'expérience, comme on en parlait déjà et comme on en parlera par la suite. Et puis, avoir des clés ou des billes, si je veux faire un mauvais jeu de mots, pour les méthodes de financement et connaître un petit peu les interlocuteurs régionaux avec bien sûr les coordonnées. L'idée, c'est que derrière, bien sûr, ça puisse vous déblayer un peu le terrain pour en savoir plus sur la construction bois, mais sachez que voilà, on peut venir en complément, vous rencontrer pour un projet spécifique et voilà, tâcher de répondre à vos questions, que vous ayez déjà construit en bois ou pas du tout. Voilà, les questions peuvent être vraiment de différents niveaux, et en ce sens, on est à votre disposition, quoi. On a fait dans ce travail aussi un focus sur la construction en bois local, voilà, qui est un vrai questionnement aujourd'hui, de savoir comment promouvoir l'utilisation du bois local, avec, sans rentrer dans le débat, qu'est-ce qu'on appelle local. Voilà, ça dépend aussi des objectifs, mais clairement, on a pu voir aussi à travers quelques exemples que, avec une réelle envie de l'ensemble de l'équipe, finalement, à commencer par la maîtrise d'ouvrage, on pouvait aussi arriver à sortir des opérations vertueuses à bien des niveaux. Et donc, en fait, ce kit, si vous verrez avec la diapo suivante, il se compose donc, comme je le disais, de 7 fiches. Une première, voilà, qui parle un petit peu des atouts du bois. Je citais son caractère renouvelable ou le stockage de carbone. Il y en a énormément d'autres. Alors, bien sûr, aussi sur l'emploi local. Voilà, on a vraiment des données aussi précises qu'on peut vous fournir et qui sont déjà abordées dans ce kit, avec aussi une réflexion sur la démarche, un petit peu les étapes de la construction bois, qui contacter à chaque étape, etc. Une deuxième fiche plutôt sur justement sur les enjeux, et notamment dans la construction et la rénovation et réhabilitation en bois, avec finalement comment ça s'inscrit dans le territoire national, quels sont un petit peu les enjeux actuels. Voilà un petit peu une fiche assez généraliste sur ce sujet. Ensuite, en numéro 3, on avait la démarche beaucoup plus détaillée, donc avec là encore les bons acteurs à les voir au bon moment. Il y a un maître mot dans la construction bois qui est l'anticipation. On entend souvent parler que ça génère un surcoût. Alors là, c'est pareil, on pourra en parler aussi pendant les retours d'expérience, mais il y a énormément de choses qui peuvent s'anticiper, et dès lors que la démarche est réfléchie le plus en amont possible, avec les bonnes personnes, on peut arriver à des choses aussi très compétitives au niveau de la construction. Donc voilà, ça c'est aussi à garder en tête. Et donc vous avez le détail à la fois de la démarche et des interlocuteurs. Et puis en numéro 4, plutôt un détail justement sur la construction neuve, avec quelques exemples justement de réalisations qui se sont déjà construites, et à quel coût justement, c'est un chapitre qu'on a bien sûr abordé. Voilà. Une fiche numéro 5, plutôt sur la réhabilitation justement. Alors, il y a même des outils auxquels on a contribué au niveau national, qui permettent d'avoir davantage d'exemples, mais on a synthétisé un petit peu, encore une fois, les enjeux, les solutions possibles, de manière plus détaillée. On a déjà mené aussi des études sur la rénovation de logements sociaux, par exemple, ou, avec des solutions bois. Bref, on a beaucoup de retours d'expérience qu'on peut bien sûr vous apporter, quel que soit finalement le niveau de réhabilitation. Si ça concerne la toiture, les façades, etc. Bref, ou bien sûr une rénovation globale. Donc tout ça, vous pouvez nous solliciter à ce sujet. Une fiche sur le financement, bien sûr, là aussi, savoir à quel guichet on peut frapper.
Donc, vous avez une petite synthèse des guichets qui peuvent exister. Alors, les choses évoluent et là aussi, n'hésitez pas à nous solliciter puisqu'on est quand même assez en lien aussi avec les institutions publiques et on travaille très très bien ensemble. Donc ça permet de suivre un petit peu les actualités aussi. Aujourd'hui, on parle beaucoup du plan de relance aussi. Alors ça concerne aussi peut-être principalement les entreprises, mais voilà, on reste bien sûr au fait de ces actualités pour pouvoir vous apporter les informations les plus à jour possibles. Et puis une dernière fiche, bien sûr, avec les contacts. Donc voilà, aussi bien au niveau de Fibois que des communes forestières pour que vous puissiez avoir des personnes en direct. Alors aujourd'hui, on est deux à faire la présentation, mais on est plus nombreux que ça sur tout le territoire. Donc voilà, vous aurez accès à tout. Vas-y, Laurie, je te laisse la main. Donc, on a pour l'objectif de continuer donc, ce partenariat qu'on a engagé entre les communes forestières et Fibois pour, donc, dans un premier temps, voilà, d'accompagner les projets en duo, les projets que vous pouvez avoir dans vos collectivités, et donc de faire un accompagnement pour vous aider dans tout le suivi de ce projet-là. On a aussi la volonté de continuer ce qui des élus avec un côté sur l'énergie et particulièrement sur le bois énergie pour vous donner aussi de l'information et continuer à vous informer également, donc comme par des webinaires comme cela ou des articles pour continuer à vous informer sur cette thématique. Vous pouvez en attendant retrouver donc, les fiches que Thibaut vient de vous présenter sur nos 2 sites internet qui sont en téléchargement. Donc, je vous le disais, on a entamé donc, un partenariat entre Fibois, Grand Est et les communes forestières du Grand Est pour vous accompagner et apporter chacun nos compétences respectives pour voilà, vous accompagner au mieux. Et donc, on s'est fixé chacun des missions selon, comme je vous disais, des compétences. Donc, avec Fibois, plus le côté technique et filière, avec la consultation et l'aide à la décision dans la conception des projets, mais aussi l'appui technique dans le choix des solutions et des produits bois, et encore la mise en relation avec des maîtres d'œuvre connaisseurs du bois, comme voilà, ils ont plus un côté aspect filière. Et au niveau des communes forestières, donc avec le suivi du projet, en lien avec les élus, un appui technique aussi dans la rédaction, notamment de la commande publique, mais aussi dans la recherche de financement. Donc, on a pour objectif de poursuivre ce partenariat et comme vous le disiez Thibaut, on a donc des contacts respectifs dans chaque secteur. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter, que ce soit pour qu'on puisse vous accompagner, mais également aussi pour vous donner des informations si vous avez des questions ou des interrogations que vous rencontrez dans la construction de projets ou même en amont de ces projets-là. Et donc, si vous avez déjà des questions sur cette partie-là. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au premier retour d'expérience donc de Monsieur Sinner, que j'ai aperçu qui devrait être parmi nous. Oui, je suis là. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour Monsieur Sinner. On vous laisse la main. Vous m'entendez ? Oui, Oui, on vous entend très bien. Oui, alors nous avons fait pour la communauté d'agglomération de Châlons, dans la commune de Condé, dont je suis le maire, une école, un groupe scolaire qui regroupe une école maternelle et une école élémentaire de 2 et 3 classes, donc 5 classes au total, avec une salle de jeu, une salle de motricité, une bibliothèque, un dortoir, 2 préaux, une cantine, une salle d'activité. Le tout sur environ 1300 mètres carrés, tout en bois, en bois massif, en KLH. Les préaux sont en lamellé-collé, comme vous les voyez à l'image. C'est un projet qui avait été porté par la communauté de communes de Condé à l'époque, avant que nous intégrions l'agglo, qui avait été initié par la communauté de communes, qui a été repris par l'agglo et qui a été terminé par l'agglo. Donc, comme je le disais, oui, 1360 mètres carrés, entièrement en bois, en structure bois, hein, avec par contre des bardages composites et zinc.
Qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Donc, c'est Jean-Philippe Thomas, l'architecte, qui nous l'a réalisé. Dites-moi dans quelle direction vous souhaitez que j'oriente la présentation, hein, peut-être que je m'égare. Après, ça peut être bien sûr un jeu de questions-réponses. Peut-être une première question, de savoir finalement le choix du bois. Comment savez-vous comment il s'est fait en fait? Est-ce que c'est la maîtrise d'ouvrage qui a demandé à ce que ce soit du bois? Est-ce que c'est l'architecte qui est venu avec cette proposition? C'est l'architecte, en fait, c'est l'architecte qui est venu avec cette proposition. On a fait de mémoire, hein, parce que j'étais pas maire à l'époque de l'initiation du projet. C'est l'architecte qui a fait sa proposition, qui a tout de suite plu à l'ensemble des élus de l'époque, de la communauté de communes, dont là je faisais quand même déjà partie. Donc c'est vraiment le bois et le côté chaleureux même dès l'esquisse qui a séduit tout le monde. Et aussi la présentation du planning et la rapidité d'exécution. Ce qui nous a permis d'ailleurs, ce qui s'est vraiment avéré une réalité, puisque un bâtiment qui a commencé de mémoire les débuts des travaux en octobre 2015, pour une ouverture prévue en janvier 2017, les élèves ont pu rentrer dedans à la rentrée de 2016. Donc un chantier qui s'est mené en moins d'un an. Pour 1300 mètres carrés, c'était une belle performance. Pour une fois, un chantier qui a été plus vite que le planning estimatif. Oui, c'est vrai que le bois permet une exécution, une rapidité de chantier, avec notamment la préfabrication des éléments qui permet effectivement de minimiser aussi les impacts sur chantier pour les riverains et puis faciliter du coup l'accès au bâtiment assez rapidement. Oui, la préfabrication en temps masqué le temps du gros œuvre, et dès que le gros œuvre était terminé, la plateforme, etc., l'étalage, on a pu poser l'ossature. En plus, là, c'était en KLH, pas en ossature, pardon. Et les murs se sont montés très, très rapidement. Oui. Alors, le KLH, je précise juste, hein, ce sont des panneaux de bois massif. C'est l'image que vous voyez en fait en bas à droite. Ça constitue les parois en fait où des professionnels proposent aussi ces produits qui permettent de faire même des bâtiments de grande hauteur en bois, puisque ça va se comporter comme un mur ou un voile béton. Avec une capacité de reprise de charge, sans rentrer dans la technique, qui est conséquente. Donc voilà, c'est cette dénomination. Pardon. Allez-y, je vous en prie. Et sur l'image qu'on voit en bas à droite, justement, c'est vraiment le panneau brut avec juste un vernis anti-feu quand même, mais sinon c'est le panneau brut qui reste brut, sauf vraiment où on doit avoir des degrés coupe-feu importants, mais sinon tous les couloirs restent, et certaines salles de classe et certaines faces de certains murs restent en bois brut, ce qui apporte vraiment le côté chaleureux, même dans les salles et dans les circulations, comme vous pouvez le voir là. Je note une question dans le chat pour savoir d'où provenait le bois. Est-ce que vous avez connaissance de cette information? Peut-être en relisant le DOE, mais là, comme ça, je ne peux pas vous répondre. Peut-être en relisant le dossier d'exécution, mais non, là, malheureusement, je ne sais pas du tout d'où provenait le bois. Après, c'est élaboré en Autriche, donc je doute qu'il venait de France, mais bon. KLH étant une entreprise autrichienne, les camions arrivaient d'Autriche. Après, effectivement, vous avez sûrement raison. Ce projet, rappelez-moi, il a quelques années maintenant. Il y a 5 ans. Ouais. Juste peut-être une aparté là-dessus, où c'est vrai que sur des produits comme le panneau de bois massif, les choses se structurent aussi, aussi en France. Et aujourd'hui, on trouve une offre disponible avec des entreprises régionales qui n'existaient pas il y a plus de 5 ans, effectivement. Et donc, aujourd'hui, entre guillemets, on pourrait trouver, alors je ne rentre pas dans des questions notamment tarifaires, mais on pourrait trouver bien sûr des producteurs français avec qui discuter, et notamment dans le Grand Est. Voilà. J'avais juste 2-3 autres questions. Laurie, tu collectes un petit peu les questions dans le chat, et puis on abordera ces questions peut-être dans une dizaine de minutes. Ça te va comme ça? Pas de souci. Ok, merci.
Oui, peut-être une question sur la satisfaction à la fois des élèves et puis est-ce que vous avez un retour finalement des usagers du bâtiment? J'ai un retour qui a été très rapide et c'est assez rare. Tout le monde est satisfait, que ce soit les enseignants, les élèves et les parents d'élèves, à quelques détails près. Mais enfin, sur ce qui est de la construction, tout le monde est satisfait. Il y a vraiment un confort d'utilisation, un confort de qualité de vie, une qualité d'air, etc. Puisqu'il y a eu un soin qui a été apporté quand même à tous les matériaux qui composent le bâtiment. Mais c'est vrai que c'est un avis, je dirais, à 99% favorable. C'est assez rare pour être souligné. Et est-ce que vous aviez des questionnements justement au niveau de la maîtrise d'ouvrage sur les coûts? Enfin, par exemple, quand l'architecte vous a présenté des solutions bois, est-ce que vous avez eu est-ce qu'il y a eu des craintes finalement de certains élus ou services techniques? Je pense notamment vis-à-vis du coût, parce que ça peut parfois poser question. Or ici, on voit on sort finalement à quasiment 1 500 € le mètre carré, hein, d'après les calculs rapides. Donc, on reste sur un coût, j'ai envie de dire, assez équivalent à ce qui se fait sur d'autres matériaux, quoi. En tout Oui, cas, en coût de construction, non, on n'est pas excessif. Je ne pense pas que ça a été. Si, ça a été une interrogation, pas tant pour les initiateurs du projet qui ont choisi le projet, ça avait plus été une crainte quand on a intégré l'agglo. Et là, il y a eu une crainte des coûts qui finalement n'ont pas explosé, oui. D'accord. Mais ouais. Avant le coup, c'est vrai qu'il était recherché une qualité de construction et ce qu'on a atteint, quoi. D'accord, ouais. C'était l'objectif principal. D'accord. Oui, alors bon, c'est sûr, hein, le coût a été pris en compte, mais l'architecte nous a rassurés. Il fait régulièrement du bois, il a l'habitude de travailler ce matériau et il le maîtrise assez bien, oui. Très bien. Et j'avais peut-être une dernière question avant de passer aux questions des participants que je remercie. Est-ce que vous avez d'autres projets sur votre commune ou sur la communauté d'agglomération, soit qui sont déjà construits, soit en cours? Est-ce que ça vous a donné envie de reproduire ce genre d'expérience? Sur notre commune, oui, on a un projet de salle socioculturelle, alors une salle de 450 mètres carrés utile, 600 mètres carrés de construction, qu'on va faire avec le même architecte, en l'occurrence, c'est lui qui a remporté aussi le mini concours qu'on a réalisé, et en bois, en ossature bois, enfin en portique bois. D'accord. Également, oui, on a vraiment eu envie de continuer dans cette démarche. Et c'est quelque chose qui nous a plu. Et là, on a obtenu le permis de construire. On va consulter les entreprises. Donc, ça devrait, d'ici 1 an et demi, la salle devrait être construite. Pour l'instant, on va bientôt consulter les entreprises. Mais oui, toujours, alors pas en panneau massif, mais en ossature bois, en portique bois. Très bien, merci. Laurie, puis-je te passer la main pour répertorier un peu les questions dans le chat? Oui, donc la première question Ouais. était de savoir si tout le volume de bois était disponible prêt en débit. Donc, était déjà ou s'il avait fallu attendre. Non, on n'a pas attendu du tout, mais je vous dis, c'est fabriqué en usine. Non, on n'a pas entendu. Les panneaux sont fabriqués, préfabriqués en usine avec les panneaux sont fabriqués là-bas en Autriche. C'est découpé à la mesure, à la demande en fonction de chaque chantier, avec les ouvertures qui sont déjà faites, les réservations pour les passages de réseau, etc., qui sont faites autant que possible et le plus possible. Par contre, c'est vraiment un travail à faire en amont, qui sont faites également en usine, et on n'a pas eu de délai. Enfin, le délai a été masqué par les travaux préparatoires. Très bien. Alors ensuite, ça se passe une question plus pour toi, Thibaut, notamment, c'est plus des questions techniques sur le KLH, les essences utilisées et s'il y a des producteurs français. Alors oui, on est plutôt sur des bois blancs, donc des conifères, hein, plutôt du sapin ou de l'épicéa, sachant qu'on en trouve quand même aussi beaucoup dans nos forêts, notamment sur le massif vosgien, par exemple, le Jura, etc. Donc on est plutôt sur une production de bois résineux, hein, pour la construction. Ce sont des bois plus légers notamment et plus faciles à travailler. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des producteurs
Alors, je pense sur le Grand Est notamment, hein, vous avez une scierie qui a investi dans la production de ce panneau. Il y a des projets industriels aussi hein, pour développer aussi l'offre. Et puis de mémoire aussi, en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez aussi des industriels qui se lancent dans ce domaine-là. Bon, ça nécessite forcément une taille d'entreprise quand même assez conséquente hein, pour ce process de fabrication. Mais clairement, l'offre se structure et aujourd'hui, on trouve des producteurs au niveau national. Alors, sachant que on a développé un site hein, pour répertorier l'ensemble des produits des scieurs sur le Grand Est. Donc ça, je vais vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez trouver l'ensemble des produits. Donc ça va entre guillemets de la simple poutre au panneau de bois massif que vous avez là, ou au lamellé collé aussi, sachant qu'on a aussi des producteurs de lamellé collé sur le territoire. Et donc, vous pourrez trouver des fournisseurs potentiels et discuter avec eux, voir comment travailler ensemble. Et donc, au niveau national, il y a aussi, je crois qu'il y a une fédération aussi des industriels qui propose ce genre de produit, donc qui permet aussi de retrouver facilement les coordonnées. Voilà. Thibaut. Ensuite, une question pour M. Sinner. Comment est le moyen de chauffage? Est-ce que c'est du bois énergie? Non, une pompe à chaleur. On est sur une pompe à chaleur. Quel est le volume de bois qui a été utilisé pour ce projet? Je ne suis pas capable de vous répondre. Une question au niveau de l'audio. Est-ce que vous avez remarqué que le bois permettait d'amoindrir les bruits, notamment dans les couloirs ou dans les grandes salles? Oui, ça réduit les temps de réverbération. Le bois absorbe plus que des revêtements, que des parois béton ou minérales. Oui. Ouais, ça résonne moins, il y a moins de résonance même dans les couloirs, même dans les... Et bien sûr, les classes sont dans les classes également. Mais, pour les endroits où les murs ne sont pas doublés. Hein. Après, on est doublé en placo comme dans une classe normale, habituelle. Mais les couloirs sont plus agréables, moins de résonance. Et ensuite, alors, une dernière question, donc c'est par rapport au KLH toujours, j'imagine. Donc, pourquoi ne pas utiliser des résineux rouges qui sont plus résistants aux intempéries et plus difficiles à commercialiser pour les communes? Alors, si je peux répondre, alors effectivement, alors les résineux rouges, on va parler là plutôt du pin sylvestre que l'on trouve notamment sur le massif, du mélèze ou encore du Douglas, qui sont, on va dire, les principaux résineux rouges. C'est vrai qu'ils peuvent être utilisés en panneau de bois massif, ça existe, hein, certains transformateurs le proposent. Après, en général, les panneaux de bois massif, comme vous les voyez là, ils sont protégés des intempéries, justement. Il y a un revêtement qui vient au-dessus du bâtiment. Même à l'intérieur, finalement, on est moins concerné par justement l'humidité ambiante. Et donc, en ce sens, on n'a pas besoin forcément d'avoir une résistance à l'humidité et aux intempéries pour ce type de produit. Après, c'est clair que c'est clairement vertueux pour des usages type bardage, où là, clairement, le pin sylvestre peut être utilisé, si je ne cite que celui-ci, parce qu'ils ont naturellement une durabilité qui fait ils sont naturellement résistants finalement face aux agressions de la pluie et du soleil, quoi. Voilà. Merci. Donc, c'est toutes les questions que j'avais. Alors, si quelqu'un a encore des questions, n'hésitez pas. Pour info, donc j'ai mis dans le lien, et puis on vous le transmettra bien sûr dans la foulée, le lien vers l'annuaire que nous avons constitué donc, sur les produits bois du Grand Est. Donc ça vous permettra encore une fois de trouver des fournisseurs potentiels. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir continuer, Laurie. Alors, il y avait juste une diapo suivante. Alors, je ne pense pas qu'on ait l'info forcément du volume ou si tu veux. Voilà. En fait, vous avez bien sûr une photo de plus. Alors,
Bah tiens, là justement, on voit que peut-être Monsieur Sinner, juste une question sur le revêtement, puisque là pour le coup on n'est pas sur un revêtement bois. Est-ce que là pour le coup vous pouvez juste nous en parler un petit peu du revêtement? Là, on a un revêtement Equitone, anciennement Eternit, donc un revêtement, un bardage composite. Ouais. Donc là effectivement on est, oui c'est du composite effectivement qui peut être une alternative. Après je vois une question sur le. Oui, alors une intervention de Monsieur ou Madame Durman, pardon, je ne sais pas, je n'ai pas le prénom. Mais oui, sur effectivement, les résineux rouges grisaillent, il soulève la question du grisaillement, en fait. Et, tout ça peut-être pour une petite aparté, en rappelant que tous les bois deviennent gris, effectivement. Enfin, comme je le dis souvent, c'est comme notre peau qui bronze au soleil, hein. Il y a un impact des UV et de la météo, finalement, sur un bois qui reste exposé en extérieur. Et après, comme il le souligne tout à fait, le vieillissement n'est pas forcément signe de pourriture. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que un bois qui est gris est tout à fait fonctionnel dès lors qu'on a choisi en amont la bonne essence. Et donc, les résineux rouges, effectivement, comme il le dit et comme j'ai pu expliquer un petit peu avant, sont naturellement durables et malgré le fait qu'ils soient gris, sont tout à fait résistants et habilités à revêtir les bâtiments. Après, voilà, c'est un choix, on va dire, esthétique, de la maîtrise d'ouvrage. Il y a la question de l'entretien. Est-ce que, encore une fois, si les gens ne souhaitent pas que le bois devienne gris, il y a des solutions d'entretien qui sont possibles, mais qui ne sont pas nécessaires, encore une fois, hormis des questions esthétiques. Si on souhaite laisser le bois vieillir, c'est tout à fait possible et il y a des bois locaux qui sont tout à fait adaptés pour ces usages. Voilà. Et merci, Monsieur Sinner, pour le complément d'information. Et vous avez en fait dans le diaporama un lien qui renvoie justement vers la fiche détaillée de ce projet dans notre panorama bois, qui du coup pourra peut-être apporter aussi quelques éléments plus factuels, alors, sur le type de produit utilisé, sur l'architecte avait aussi rédigé un petit texte descriptif. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut vous apporter des petits éléments de complément. Voilà, Laurie, je te laisse passer peut-être. On a quelques diapos pour présenter 2-3 autres projets, s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Une question avant peut-être de passer à la base native de Chef. Donc, est-ce que tous les bois grisaillent? Alors oui, je confirme, tous les bois deviennent gris s'ils ne sont pas entretenus. En fait, bien sûr, il est possible d'empêcher les bois de griser, mais pour ça, il faut un produit de traitement. C'est-à-dire que vous allez devoir appliquer donc, soit une peinture, soit ce qu'on appelle une finition, hein, donc une lasure qui peut être transparente et qui peut donc laisser au bois sa couleur naturelle, entre guillemets. Donc naturelle, on va dire, lors de la pose. Donc, on peut bien sûr appliquer un produit pour garder cette couleur du bois tel qu'il vient d'être scié. Mais ça va nécessiter aussi un entretien régulier, c'est-à-dire que admettons, tous les 5 ans, selon l'exposition de la façade, par exemple, vous allez devoir réappliquer un produit pour maintenir cette couleur et éviter qu'il ne grise. Donc, effectivement, soit on veut du bois de sa couleur jaune, rougeâtre, enfin en fonction des teintes, qui ne grisaille jamais et auquel cas ça nécessite un entretien, c'est obligé. Soit on accepte tout à fait le grisaillement du bois puisque finalement ça n'a qu'une répercussion esthétique. Et donc auquel cas vous posez du bois, encore une fois, qui doit être suffisamment durable. Donc, mais là, les professionnels et architectes doivent pouvoir vous conseiller là-dessus. Donc on parlait du pin sylvestre, mais il y a aussi des bois feuillus, hein, je pense aux châtaigniers par exemple, qui sont tout à fait adaptés, mais qui vont griser si on ne les protège pas avec une finition. Soit on passe sur des systèmes alternatifs, donc on a vu notamment l'exemple du composite. Voilà. Et après, il y a des solutions aussi. Oui, pardon, rapidement, il y a des bois qui existent aujourd'hui pré-grisés. Vous pouvez vous poser du bois qui est déjà gris pour que justement vous n'ayez pas visuellement
d'évolution qui soit choquante, une évolution de la couleur de la façade. Voilà, si vous pensez que ça peut, encore une fois, c'est qu'une question de subjectivité et d'aspect, hein, mais c'est tout à fait possible pardon, j'en perds un peu mon latin, d'avoir ces bois pré-grisés. Et puis une dernière chose, à mon sens, le grisaillement du bois n'est pas ne doit jamais être considéré comme un problème, puisque voilà, vous avez vu qu'il y a des solutions possibles. Ce qui parfois est peut-être le plus gênant, c'est pas tellement que le bois gris, c'est que la façade, elle évolue de manière hétérogène. C'est-à-dire que si vous avez des bois qui sont protégés par un débord de toit ou par une menuiserie, bah, ceux-là ne vont jamais évoluer, puisqu'ils sont protégés de la lumière, par exemple. Alors que forcément, des lames de bois qui sont un petit peu en dessous, qui sont, elles, exposées, vont, elles, évoluer. Et donc, si votre façade, elle a une partie un peu jaunâtre, rougeâtre du bois, et l'autre partie qui a vieilli, bah, ça peut poser des questions, enfin, voilà, ça peut ne pas plaire, on va dire, plus facilement, sûrement. Donc, je pense qu'il y a aussi des vraies solutions dans la conception même des bâtiments, et ça, c'est aussi le travail des architectes, pour justement vous proposer des solutions où on anticipe le vieillissement du bois pour qu'il soit le plus évolutif et le plus homogène possible sur toute la façade. Alors, j'en profite juste rapidement, je parle beaucoup, hein, n'hésitez pas à compléter si certains ont d'autres éléments. Oui, alors sur l'aulne, effectivement, et ça peut être une alternative possible. Juste là-dessus, il faut savoir que dans le Grand Est, il y a plus de 40 essences que l'on trouve dans nos forêts. Laurie, tu me corriges si je me trompe, mais ça permet forcément de trouver, pour chaque usage, on peut trouver des solutions avec des bois qui poussent chez nous. Voilà. Et puis sur l'aspect incendie, alors il faut savoir que le bois est un matériau. Il y a souvent la question le syndrome un peu des trois petits cochons, où on a l'impression que c'est un matériau extrêmement fragile qui va tomber au premier coup de vent et qui va brûler à la première étincelle. Mais ça, c'est vrai que c'est aussi des idées reçues, c'est-à-dire que le bois vis-à-vis de l'incendie se comporte très très bien, dans le sens où la propagation de la chaleur dans le matériau est très faible. À titre d'exemple, hein, quand vous faites bouillir une casserole d'eau chaude, si vous mettez une cuillère en métal ou une cuillère en bois, bah, vous vous brûlerez beaucoup moins avec la cuillère en bois. Et donc, dans une charpente, ça se passe aussi de la même façon. Et puis, une charpente qui brûle, eh bien, elle est calculée pour connaître le temps où elle va résister. Donc, ça permet largement aux personnes d'évacuer le bâtiment avant d'éviter tout risque d'effondrement. Et puis, une charpente, finalement, quand elle est soumise à un incendie, elle se protège, entre guillemets, d'une couche charbonneuse. Hein. Vous voyez tout cet aspect de charbon qui va en fait protéger l'intérieur même de la structure. Et donc, cette propagation de la flamme, elle est extrêmement ralentie par cette couche charbonneuse qui fait que la progression de la flamme dans le bois, elle est inférieure à 1 mm par minute. Donc, vous imaginez, c'est aussi pour ça, et grâce à ça, qu'on sait calculer les résistances des structures. C'est aussi pour ça que les pompiers apprécient beaucoup les bâtiments en bois et sont plus facilement habilités à intervenir dans ces bâtiments qui brûlent plutôt que dans d'autres types de bâtiments. Voilà, et donc en ce sens, il y a beaucoup de solutions qui sont aussi proposées techniquement pour bien sûr assurer la sécurité incendie. Voilà. Et une dernière chose, et puis après on passera à la suite. Je vois l'intervention aussi de Monsieur Durman sur les bois rétifiés. Alors là, ce sont des bois qui sont traités thermiquement, donc pour augmenter la durabilité des bois. Donc c'est une autre solution qui existe. Par exemple, si vous, comme il le cite, hein, si vous souhaitez utiliser des résineux blancs, du bouleau, ou ça peut être du frêne, du hêtre sur d'autres bâtiments en extérieur, par exemple, bah, des solutions sont possibles, mais il faut les traiter. Et pour éviter les traitements chimiques, il y a des solutions alternatives, notamment en utilisant la température pour augmenter la durabilité de ces bois. Voilà. Je ne rentre pas plus dans la technique, mais là encore, on reste à votre disposition. Laurie, si tu veux présenter rapidement peut-être les 2-3 projets avant de passer à ou souhaites-tu que je le fasse si tu veux? Oui, je pense que tu les connais mieux que moi.
Oui, alors rapidement, hein, on voulait vous présenter quelques projets. Alors, c'est pas du tout exhaustif, mais ça vous donne un petit peu une idée de ce qui peut exister sur notre base Panorama Bois. Et puis, comme ça, on pourra enchaîner dans la foulée par l'intervention de Monsieur Monsieur Barlier. Excusez-moi. Donc ici, vous avez un exemple d'une base nautique, justement. On parlait de la résistance à l'humidité, et notamment hein, en bord de cours d'eau, et bien sûr, l'utilisation du bois est possible. Elle nécessite toutefois, bien sûr, là encore, une bonne connaissance et des compétences pour ne pas soumettre le matériau à des conditions qui ne seraient pas adaptées à son usage. On est bien sûr partisan de mettre, encore une fois, le bon bois au bon endroit hein, et le bon matériau au bon endroit. Et donc, en ce sens, vous avez un exemple de cette base nautique donc, qui est située dans l'Aube. Si on passe à la diapo qui suit, vous avez notamment la commune de Tendron dans les Vosges, qui a porté donc 2 projets, notamment de construction en bois local. Vous avez cette halle halle commerciale, hein, donc qui utilise de mémoire, c'était du bois de Douglas, hein, si je me souviens bien. Donc là, pour les questions de résistance à l'humidité qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Et puis, sur la photo du milieu, vous voyez entre la halle et l'église, vous avez un petit bâtiment qui est un peu grisé, mais de manière très homogène et très jolie. Donc ça, c'est un bâtiment périscolaire qui a aussi été donc, construit par cette commune, tout en bois local, avec une valorisation du bois de hêtre. Donc, en ce sens, c'est un projet assez caractéristique aussi de l'usage du hêtre dans le bâtiment. Et donc, c'est vrai que la commune est quand même assez motrice pour utiliser du bois et du bois local, ce qui a nécessité notamment bien sûr un savoir-faire des architectes et puis des bureaux d'études derrière qui ont pu valider un petit peu tous les calculs. Voilà. Ensuite, diapo suivante, s'il te plaît. On a la commune de Hadol, toujours dans les Vosges, qui a construit un groupe scolaire. Là aussi, on est vraiment sur une démarche au bois local aussi. Donc l'idée, c'était, quand je dis bois local, pour ces exemples-là, c'était de prendre du bois de la commune, puisque ces communes, Hadol et Tendron, sont propriétaires forestières. Et donc, en ce sens, la mairie a souhaité donc, utiliser du bois de sa commune pour construire ces bâtiments. Et donc, vous avez là aussi donc, un exemple de bâtiment recevant du public, et notamment pour des classes d'enfants, avec du bois local. Donc là aussi, le bon bois au bon endroit. Hein, de mémoire, c'est aussi du résineux rouge en extérieur. Vous voyez qu'il commence aussi et naturellement à griser en haut à droite. Avec, bien sûr, un geste architectural. Alors, je ne suis pas architecte, donc je ne pourrais pas, bien sûr, commenter ça aussi finement qu'eux. Mais tout ça pour vous dire que le bois n'est absolument pas une limite au geste architectural et à l'imagination que ces architectes peuvent avoir. Et puis, vous voyez aussi à l'intérieur du bâtiment, tout n'est pas en bois. Donc ça, c'est aussi un autre choix. Et tout ça pour dire, voilà, on peut tout à fait, marier des matériaux. Ça, c'est tout à fait intéressant aussi, de pouvoir marier les matériaux en fonction, voilà, de leurs caractéristiques. Comme on a vu tout à l'heure que finalement, un bâtiment pouvait être tout en bois et avec un autre type de revêtement, selon les choix qui ont été faits aussi pour des questions en extérieur, quoi. Voilà. Peut-être la diapo qui suit, s'il te plaît. On a la commune de Bar-le-Duc. Alors, on retourne sur l'architecte Jean-Philippe Thomas, qui avait fait le groupe scolaire Condé-sur-Marne et qui a donc établi cette salle multifonctionnelle à Bar-le-Duc. Voilà, vous avez un petit estimatif du budget aussi dans les données techniques, avec les volumes pour le coup utilisés. Et donc là, vous voyez autant la charpente que la structure même du bâtiment. Voilà, tout est en bois et avec là aussi, à mon sens, une réelle identité aussi apportée au bâtiment une fois livré. Voilà, donc vous aurez aussi bien sûr davantage d'informations sur le panorama bois.
Et puis peut-être un dernier encore, je crois, ou je ne sais plus, Laurie. Voilà, ah oui, donc au-delà du bâtiment seul, un exemple sur la ville de Haguenau, donc dans le Bas-Rhin, avec une aire de jeu aménagée donc en extérieur, où là aussi, toujours on reste sur un usage pour des enfants, avec là une valorisation de différents bois, notamment donc des piquets en acacia, qui ont été donc plantés sur la photo en bas à gauche. On les voit sûrement un peu mieux autour des arbres. Donc la valorisation de l'acacia, c'est un vrai, voilà, un vrai plus aussi. Ces bois qui sont extrêmement durables en extérieur et que l'on trouve parfois dans nos forêts, souvent sur des petits diamètres, mais qui peuvent être une réelle opportunité d'utiliser du bois très durable en extérieur. Tout ça pour vous dire aussi que ce projet a notamment eu une vertu pédagogique, puisque ce sont des CFA et autres lycéens qui ont contribué à la transformation des éléments, à la transformation du bois, à la pose sur site. Bref, une démarche vraiment, au-delà du fait, vous voyez, la scierie est aussi tout à fait locale, puisqu'elle est située sur la commune de Haguenau aussi, la scierie Trindel. Et donc, là aussi, une vraie réflexion pour valoriser aussi bien les ressources que les compétences du territoire. Voilà. Laurie, si tu veux passer à la suite. Je ne sais pas si Monsieur Barlier nous a déjà rejoint. Je n'ai pas l'impression et la pub n'est pas de retour encore pour le moment. Bon, de toute façon, on lui avait dit peut-être d'être présent à partir de 17h10, 17h15. Je ne sais pas si vous avez d'autres questionnements peut-être par rapport au sujet qu'on a pu aborder ou au bâtiment qu'on a pu présenter. Ou n'hésitez pas peut-être à ouvrir votre micro et prendre la parole si vous souhaitez faire une intervention. Pas de questionnement. Alors, je voulais juste revenir sur l'aspect peut-être acoustique, puisque ça avait fait l'objet d'une question. Puisque là aussi, sachez que il peut y avoir des questionnements sur l'usage du bois en confort acoustique. Il y a aussi des travaux de recherche qui ont été élaborés au niveau national pour proposer des solutions pour allier performance acoustique et performance thermique, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais là encore, bon, il y a eu tout un développement de solutions techniques pour faciliter le travail de la maîtrise d'œuvre des entreprises pour vous proposer, encore une fois, les solutions les plus adaptées en fonction de vos objectifs. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra aussi aisément communiquer. Et donc, en fonction, si vous travaillez aussi déjà avec des architectes ou des maîtres d'œuvre ou des entreprises, enfin voilà, en fonction des personnes qui peuvent vous entourer dans vos projets, n'hésitez pas en fonction des questions qui peuvent se poser, à nous solliciter pour qu'on puisse vous renvoyer vers justement les solutions techniques, vers la documentation existante. On est quand même très en lien aussi, vous l'avez vu au début, en lien avec les instances nationales pour élaborer des outils techniques qui servent à développer la filière, à développer la technique, pour que derrière ces bonnes pratiques puissent être diffusées. Et je ne l'ai pas précisé, pardon, mais tout ce qu'on cherche à diffuser aussi est bien sûr dans un cadre réglementaire et assurable. La question de l'assurance, c'est une vraie question aussi, hein. Et donc, en ce sens, on est là, nous, pour prôner les techniques dites courantes, pour favoriser le recours à des techniques qui ont déjà fait leurs preuves et dont on sait qu'elles peuvent être parfaitement assurées. Après, les questions d'innovation sont tout à fait intéressantes et pertinentes, mais on va dire sur les premiers projets en bois, à mon sens, il faut aussi s'appuyer sur des sur des expériences déjà existantes. Pardon, c'est pas facile à dire. Voilà. Alors, je vois une intervention de Monsieur
Georgel. Alors, un grand groupe scolaire est actuellement en construction sur la commune de Richard-Ménil, donc en Meurthe-et-Moselle, où le bois est grandement utilisé en majorité. Ben voilà, très bien. Merci pour ce retour d'expérience. En tout cas, là, c'est pareil. Que ce soit pour les bâtiments comment dire, qui sont en cours de construction ou même qui sont livrés. Alors, je vous ai dit, en cours de construction, on peut vous aider à débloquer des questions notamment techniques ou des questions vis-à-vis des atouts du matériau. Sur les bâtiments livrés, on peut aussi, donc, bien sûr, les intégrer au panorama bois que je vous ai présenté. L'idée, c'est de valoriser, hein, bien sûr, le travail que vous faites, hein, pour valoriser les filières. Et donc, en ce sens, n'hésitez pas à revenir vers nous pour valoriser vos projets et qu'ils soient présents sur cette base de données. On a toujours besoin de retours d'expérience pour que les futurs projets puissent s'appuyer sur l'existant et éviter les erreurs et reproduire les bonnes pratiques. Voilà. Laurie, je ne sais pas, tu me fais signe si tu as des nouvelles. Oui, t'inquiète pas, mais pour l'instant, toujours rien, désolé. Le bois permet aussi de meubler, alors je fais le maximum. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Peut-être un questionnement que j'ai pour les participants. Est-ce que finalement vous avez déjà des projets en bois? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez déjà? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez justement besoin de plus d'informations? Est-ce que des questions d'ailleurs qui peuvent, on l'a pas trop abordé ici, mais la question de la ressource, hein, on parlait de la provenance des bois tout à l'heure, c'est vrai que c'est une vraie question et les choses se développent aussi de plus en plus. Voilà, nous, on est aussi preneurs de vos attentes, tout simplement, pour voir aussi comment orienter au mieux nos interventions, nos conférences, pour qu'on puisse répondre au mieux à vos besoins. Là-dessus, j'anticipe un petit peu en disant qu'on va aussi vous faire parvenir un petit questionnaire de satisfaction, bien sûr, à la fin à la fin de la conférence et dans les jours qui viennent. Ce sera aussi l'occasion, bien sûr, de remonter vos sujets, vos attentes, vos questions, vos retours aussi d'expérience, hein, qui peuvent être valorisés. Je remercie aussi Madame Ritzenthaler, qui nous fait part de l'existence, oui, de l'équipement touristique en hêtre local à Xertigny, dans les Vosges, et qui vieillit très bien. Merci pour ce retour. Oui, alors ça avait été aussi on n'est bien sûr pas exhaustif, hein, dans les projets qui sont répertoriés. Mais Xertigny a aussi effectivement eu des très beaux projets, notamment de valorisation de hêtres, comme vous le citez, avec des charpentes courbes en lamellé collé qui sont assez jolies. C'est bien sûr un euphémisme, puisque c'est très très beau. Donc oui, effectivement, il y a... Et puis le vieillissement, c'est vrai que ces projets ont quelques années de recul maintenant, et c'est vrai on peut aussi s'appuyer sur des expériences qui vieillissent très bien et qui sont majoritaires. Alors, un projet cité par Monsieur Leclerc sur la commune de Mortagne, tout en bois local, concernant la création d'un gîte touristique. Donc, merci beaucoup. Et une question, existe-t-il un projet d'ameublement bois pour les établissements scolaires ou les collectivités? Alors oui, tout à fait, l'ameublement, c'est une réelle question aussi. Alors, il y a eu des démarches, hein, qui sont proposées. Alors, je pense aux démarches de certains parcs naturels, notamment. Alors, je citerai le parc des Vosges du Nord, notamment, que je connais peut-être un peu mieux, mais qui a développé donc une gamme de mobilier en hêtre local. À la base, donc, c'est un concours qui a été organisé pour une application concrète de réaménagement de leurs propres locaux, dans le château de la Petite Pierre. Et donc, il y a eu un concours et une gamme de mobilier qui en est ressortie et qui, pour le coup, aujourd'hui, donc c'est une gamme qui est disponible à la vente pour, bien sûr, être déclinée sur d'autres usages. J'avais aussi en tête
au niveau du pays de la Déodacie, près de Saint-Dié, sur justement une gamme de mobilier aussi en bois et en bois local qui a été développée. Ça là-dessus, je me souviens que c'était Philippe Rilling, le designer, qui avait travaillé dessus notamment pour proposer justement cette gamme existante. Donc ça, je pourrais retrouver les références et vous les fournir. Quant aux aires de jeu, effectivement, là aussi, il y a des... c'est un vrai sujet. Bon, on a abordé l'exemple de Agno, par exemple. Pardon, oui, j'ai toujours du mal à réfléchir et à lire le chat en même temps. Donc oui, les aires de jeu, donc on citait Agno. Il y a aussi, bien sûr, je pense, une vraie réflexion à avoir. Il y a des organismes comme je pense aussi à l'Office national des forêts, hein, qui a tout un catalogue aussi de mobilier extérieur, ne serait-ce que pour les aménagements en forêt, mais qui peuvent être appliqués. Voilà, on cite l'atelier bois de Xertini, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, voilà, ça c'est le genre d'interlocuteur qui peut bien sûr vous renseigner aussi sur ces projets. Voilà, il y a des démarches aussi. Alors, je parlais des parcs tout à l'heure, c'est vrai qu'on travaille beaucoup aussi avec eux. Il y a une gamme de nano-habitats qui ont été développés toujours par le Parc des Vosges du Nord, notamment pour des cabanes, des petites cabanes de camping, des aménagements le long j'ai l'exemple le long de chemins de randonnée, où là, ils sont en cours d'aménager justement des petites cabanes. Alors, c'est un peu réducteur de dire cabanes parce qu'elles sont vraiment très, très jolies et fonctionnelles. Et donc, en ce sens, ce sont des démarches qui se développent. Les parcs travaillent aussi à ce jour. Il y a 6 parcs, hein, sur le territoire de la grande région et qui peuvent, en ce sens, qui travaillent justement ensemble à développer aussi la filière bois pour valoriser aussi le patrimoine qu'ils ont sur leur territoire en termes de ressources forestières. Voilà. Alors je m'excuse si Monsieur Barlier n'étant pas encore présent. Voilà, on l'a encore eu hier au téléphone, donc il est tout à fait au courant, mais bon, il a peut-être naturellement un petit empêchement, donc qui peut être tout à fait compréhensible. Alors, si vous, Monsieur Barlier, arrive, on est en train de se connecter. Eh bien, c'est parfait. Alors, je vois juste, en attendant, oui, bien sûr, on vous transmettra le PowerPoint, hein, dans la foulée. Et puis, pour info, donc cette séance est aussi enregistrée pour qu'on puisse diffuser tous ces messages et ces bonnes pratiques aux personnes qui n'auraient pas pu être présentes aujourd'hui, et qui peut concerner bien sûr l'ensemble de vos consoeurs et confrères qui sont élus dans des collectivités. Voilà. On va surveiller les participants, voir si Monsieur Barlier nous rejoint. Pas encore. Peut-être juste un message encore un peu général. Je m'excuse de monopoliser la parole, mais je pense que c'est un peu plus agréable qu'un grand blanc. C'est juste, voilà, ce qu'on souhaite aussi vous montrer à travers ce genre de présentation, c'est que l'usage du bois, il n'est pas réservé qu'à des grandes collectivités. Finalement, quelle que soit la taille de votre collectivité, nous avons bien sûr tout intérêt à travailler ensemble et à développer des projets qui vous correspondent. Et c'est vrai qu'on a le plaisir d'accompagner des collectivités comme bien sûr comme Strasbourg, Nancy, Colmar, et on va dire les plus grandes villes de la région, voilà, pour des projets qui sont forcément extrêmement structurants et intéressants, mais qu'il n'y a pas de petits... on est tout à fait habilité, et on a développé pas mal de projets aussi avec des communes plus petites qui sont justement tout à fait... qui sont tout à fait aussi motrices.
pardon, qui sont tout à fait motrices justement pour porter des projets bois, et on le voit avec des communes comme Tendon, par exemple. Vous me voyez? Voilà. D'accord. C'est parfait. Pardon. Vous avez compris mon message, c'est que on est tous tout à fait intéressés par vos démarches, parce que dès lors qu'on s'intéresse au bois, il y a forcément des très très belles choses à faire ensemble. Voilà. Je salue Monsieur Barlier, je vous remercie de votre présence. Vous m'entendez bien? Bonsoir, bonsoir à tous. Oui, 5 sur 5. Bon, parfait. Vous êtes donc maire de Fréland dans le Haut-Rhin, et on voulait vous solliciter pour présenter la maison médicale que vous avez construite. Avec plaisir. Donc Avec voilà, plaisir. on a juste quelques photos sur la diapo, mais on vous laisse bien sûr la parole. Voilà. Donc, très rapidement, donc Barlier Jean-Louis, maire de la commune de Fréland, une petite commune rurale, pour se situer un petit peu la commune, à 6 km de Kaysersberg, à 20 km de Colmar et à la limite des Vosges. Petite commune rurale de 1380 habitants. Et je suis à mon 5e mandat d'élu. Donc voilà. Et donc, concernant la maison médicale, cette maison de santé pluridisciplinaire était en 2011 une des premières en Alsace. Alors, le montage du dossier a duré plus d'1 an, puisqu'il faut un partenariat avec des professions libérales. Nous, on avait en l'occurrence 2 médecins et au départ 1 kiné et 2 infirmières. Donc, quand on a sollicité l'ARS, l'Agence régionale de la santé, ils nous ont demandé, ils nous ont carrément dit, il faut monter un projet avec les professionnels de santé. Et pourquoi on a réalisé cette maison de santé? On avait un médecin qui allait prendre sa retraite et qui, par chance, avait un fils qui était médecin et qui avait un copain médecin. Et donc, le futur retraité, médecin retraité, est venu nous voir. Il dit, bon, moi j'ai un cabinet privé qui est très exigu. Et mon fils aimerait reprendre, mais il ne voulait pas retravailler dans les mêmes conditions que son père, puisqu'il travaillait pratiquement 24 heures sur 24. Et maintenant, les jeunes médecins, ils veulent plutôt un peu de liberté, plus de liberté, et que leurs horaires soient plus souples, et ils ne travaillent plus seuls. Donc, on s'est dit, on va profiter des aides qui étaient à l'époque, là, en 2011. On incitait à la création de maisons de santé pluridisciplinaires. Donc, contacter l'ARS. L'ARS nous a dit, il faut monter un projet, bien. Donc, les médecins ont fait un gros travail pour préparer vraiment un projet médical de santé. Et suite à ça, on est allé rencontrer le préfet, puisqu'à l'époque, c'était tout au début, et c'était encore pas vraiment dans le rouage. Et pour une petite commune, en plus, poser des questions, puisque bon, ça a quand même un coût, et comment vous allez faire et tout. On est allé solliciter le préfet qui nous a 100%, qui était avec nous 100%, qui s'est occupé même du dossier. Et donc, parti de là, le projet s'est monté petit à petit. Nous, on se dit, on va utiliser les nouveaux modes de technologie et biologique. On s'est dit, on va faire une maison de santé BBC. Donc, maison BBC, le projet s'est construit. Se sont associés donc les deux jeunes médecins, le kiné en place et les 2 infirmières. Parti de là, pour réaliser ça, on avait le terrain, on avait une chance parce qu'on avait un super terrain. Donc, on s'est dit, si on profite de faire cette maison de santé pluridisciplinaire, on va profiter en même temps pour faire, comme il y avait 2 niveaux, on profitera au rez-de-jardin de faire des appartements pour personnes âgées, adaptés à mobilité réduite, accessibles, chariot roulant et tout. On va faire 5 appartements. Alors, très bien, le projet se monte et on va utiliser au maximum le bois, puisque Fréland, pour la petite info, notre principale ressource communale, c'est le bois, la forêt. En année normale, c'est 400 000 € de vente de bois. À cela s'ajoute la chasse pour 100 000 €
environ. Donc, c'était notre principal revenu. Donc, on s'est dit, on va faire une maison BBC et en utilisant le bois. En pensant qu'on utiliserait du bois de Fréland, mais bon, ça s'est passé autrement. Voilà, donc le bâtiment lui-même, 700 mètres carrés. Il y a une cave, puisqu'on a profité, comme il fallait décaper de la terre, on a profité de faire une cave. Donc, 5 appartements pour personnes âgées, 350 mètres carrés pour ces 5 appartements, et 350 mètres carrés pour les professions libérales, avec 3 bureaux pour les médecins, 2 bureaux pour les kinés et un bureau pour les infirmières, plus une salle chirurgicale, quoi. C'est-à-dire s'ils doivent faire si les médecins doivent faire des petites interventions chirurgicales, style un qui se coupe, il faut des points de suture et tout. On a une salle comme ça et qui donne directement sur une grande place où au pire, l'hélicoptère peut se poser. On avait vraiment la situation idéale. Donc, 350 mètres carrés pour les professions médecins, 350 mètres carrés pour les 5 appartements et au sous-sol, chacun avait une cave. On a une cave, plus encore une cave, 2 caves même pour la mairie qu'on a gardée, et avec des box pour les garages pour les 5 appartements. Chacun a 2 box pour ranger les voitures. Alors, en chauffage, on avait d'abord pensé faire de la plaquette forestière, parce que comme une forestière, on a, pour la petite info encore, on a 2 chaufferies à plaquette forestière. Une qui chauffe tout l'école périscolaire et la mairie, et une deuxième qui chauffe le presbytère, un ancien bâtiment, l'église et le musée du Pays Belge, qui est quand même un grand musée dans lequel il y a un restaurant semi-gastro. Donc voilà, on a fait les études, on s'est dit, on était parti sur ta plaquette forestière au départ, et vu le bâtiment BBC, avec très peu de consommation, on nous a conseillé de mettre une chaufferie à pellet, granulé bois. Rajouter à ça un puits canadien. Donc voilà, et au niveau chaufferie, on utilise maintenant depuis 2012 qu'elle est inaugurée, ce bâtiment est inauguré, on utilise bon an mal an entre 4 et 6 tonnes de pellet par année. Sachant qu'on est quand même à une altitude de 400 mètres, on est en région montagne, on a quand même des phénomènes climatiques très variables, mais c'est quasi rien. Donc, le bâtiment, à part la cave qui est en béton, tout le reste est en structure bois, dans lequel, structure bois isolée avec de la cellulose, de la ouate de cellulose, et un toit végétalisé. Voilà un peu le bâtiment. Le coût de ce bâtiment, 1,7 million d'euros. Alors, comment on l'a financé? Puisque c'est là où ça devient intéressant. On a mis 200 000 euros en fonds propres. On a fait 2 emprunts pour environ 800 000 euros. Et on a eu 800 000 euros de subventions. Fédère, enfin européens, régions, départements. Voilà un petit peu le financement. Voilà ce que je peux dire. Donc, il accueille aujourd'hui 3, voire 4 médecins. Il y a 3 kinés, il y a 4 infirmières, il y a une diététicienne et un psychopédagogie, un bureau où ils se mettent d'accord ensemble pour la diététicienne et la psychopédagogie. Ils occupent le même bureau, cabinet, quoi. Voilà. Et un kinésithérapeute, oui. Voilà un petit peu la maison médicale de Fréland, telle qu'elle est aujourd'hui. Elle fonctionne du tonnerre. Hein, les médecins sont saturés. Il faut dire que nous, on est 5 communes de montagne qui représentent 8000 habitants.
sur ces 8 000, ils ont 45% de patientèle de ces 8 000 habitants. Donc, c'est pas mal. Ils tournent vraiment très bien. Elle est déjà trop petite, mais c'est une maison pluridisciplinaire de santé. Elle est entièrement, tout ce qu'on voit est en bois, avec un toit végétal. Et voilà, ça fonctionne très bien. Et les locaux sont loués à la fois pour les professionnels de santé et pour les logements, 8 € du mètre carré. Voilà un petit peu tel que je peux décrire cette maison de santé pluridisciplinaire de Fréland. Maintenant, s'il y a des questions où je peux vous donner peut-être d'autres infos, mais je crois que j'ai déjà bien fait le tour. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, c'est effectivement très, très complet. Il y a une question de Madame Vergne. Vous avez dit que vous n'avez pas pu utiliser du bois de Fréland. Non, Pouvez-vous pourquoi? expliciter pourquoi? Pourquoi? Parce que tout ce qui est extérieur, c'est de la mélèze et malheureusement, ça vient du Brésil. Ouais. Et l'intérieur, puisque quand il y a eu les appels d'offres et les entreprises qui ont reçu les lots, ils travaillent avec leurs fournisseurs et tout ça. Mais il y a quasiment pas de bois de Fréland. Je pense qu'il y a le sujet aussi peut-être de la réglementation des marchés publics. Oui, c'est ça, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, face à ça, nous, on peut rien dire. Hein. Le gars, il adjuge le lot menuiserie, il se fournit, je pense qu'il cherche aussi là où c'est le meilleur marché pour lui. C'est déjà à des prix très tirés. Voilà. Et l'Archi nous a pris, pour info encore, puisque c'est quand même aussi la clé, 8% du montant. Voilà. Après, oui, c'est vrai que le sujet des marchés publics, hein, c'est un vrai sujet. On ne peut pas. Oui. Non, on n'a pas même mise là-dessus. On ne peut pas imposer du bois de la commune ou d'un territoire donné. Après, il y a des. Et surtout là où il y a beaucoup, c'est de la mélèze, on n'a pas ça chez nous. Du moins, pas des. Ça aussi. En tout cas, il y a des choses, comme je disais, cette maison, elle date de 2012. Il y a des choses qui se structurent ces dernières années, justement, pour développer ces nouveaux produits, ou en tout cas, justement, rapporter un peu de rationalité. Puisqu'on fait partie de la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg, pour info, il y a la restructuration de la déchetterie. Tout ce qui est bois, le bois a été coupé dans la vallée, hein, au bonhomme. Mais, donc là c'est, en ce moment, c'est acté, ça. Mais à l'époque, on n'était encore pas là. Alors, je dois le rappeler, c'était une des premières en Alsace. Est-ce que... Une des premières, elle a un cachet super, vraiment, ça plaît à tout le monde. Oui, j'allais vous demander justement quel est un peu le sentiment de vos administrés ça, c'était une réélection assurée, si je peux vous dire, parce que c'est vraiment un plus pour toute la vallée. Et on nous envie, puisque maintenant, il est en train de se construire une à Orbay, qui est à 8 km de chez nous, hein, de Fréland, et la Poutroie, qui est à 6 km, hein, sont en train de prospecter pour en faire aussi une. Après, la RS, quand c'est trop rapproché, il ne faut pas qu'il y en ait dans toutes les communes non plus. Et donc, la Poutroie, la RS leur a dit, l'Agence régionale de la santé leur a dit, si vous faites, vous devez vous raccrocher à la maison de santé pluridisciplinaire de Fréland. Donc, ils sont en tractation avec les professionnels de santé, hein, de chez eux, de la Poutroie et de Fréland. Comme chez nous, ils sont un peu à l'étroit. Et à l'heure actuelle, on n'a plus les moyens d'agrandir. Notre commune n'a pas les moyens. Et donc, ils se raccrocheraient à la maison de santé pluridisciplinaire de Fréland. Ils sont en train de voir avec les professionnels de santé pour déplacer les kinés éventuellement sur la Poutroie et mettre plus de médecins à Fréland. Enfin,
sont en pourparlers là-dessus, quoi. Mais voilà. Vous parlez de la satisfaction, notamment vis-à-vis de l'aspect du bâtiment. Est-ce que on parlait avant votre venue notamment du vieillissement du bois. Là, on voit des lames. Pour le moment, il se passe rien. Là, 2012, elle est encore intacte. Hein. Elle n'est pas noircie ou grisonnante, elle a encore un cachet magnifique. Hein. D'accord. Et vous aviez justement, je ne sais pas si vous le savez, est-ce que vous aviez appliqué une lasure justement ou pour protéger le bois ou oui, il y a une lasure qui a été faite au départ ouais, sur l'acacia. D'accord. Et vous prévoyez pour le moment, finalement, c'est quelque chose qui est prévu plus tard quand même ou... Pour le moment, on n'a rien prévu. Hein. Okay. On n'a même pas envisagé. Non, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, il faisait tellement chaud à l'intérieur que l'année dernière, on a dû rajouter une clim. Parce que quand vous la voyez, il y a beaucoup de baies vitrées. Et situé plein sud, il y avait 35-40 degrés en été. Donc, même les gens, les patients, c'était trop chaud. Donc, on a rajouté une clim depuis l'année dernière. Bon, là encore, c'est vrai que depuis 2012, les choses ont beaucoup évolué, je pense, en matière de bioclimatisme, notamment dans la conception des ouvrages. Donc, oui. Alors, une question de M. Ritter. Est-ce que vous connaissez le bureau d'études structure qui avait travaillé sur le projet? Est-ce que vous... de nom, oui. Vous savez les citer, non? Le nom, non? Il faut que je regarde là, parce que j'ai toute la liste. Gros œuvre, charpente, structure. Bon, l'architecte, c'était Desformes. Oui. Qui est très, très connu. Maîtrise d'œuvre, atelier Desformes, le bureau de contrôle Veritas, et puis OTE. Ah, OTE, voilà. C'est sûrement eux. Voilà. Oui. Voilà, ça c'est. Parce que, bon, on avait fait un appel à projet, il y avait 6 ou 7 architectes qui avaient répondu. Sur ces 6 ou 7, là, on a retenu 3. Et après, c'est vraiment le cachet, l'esthétique qui nous a fait flancher pour l'architecte des fonds. Et pour le moment, on n'a pas de souci. Même dans le toit végétal, on avait quelques inquiétudes d'infiltration ou de choses comme ça, mais non, pour le moment, il n'y a rien du tout. C'est vraiment... Et pour les usagers, ils sont satisfaits du coup de leur cadre de travail alors? Ah oui. Oui, mais le pire, c'est qu'il faudrait pouvoir agrandir. Ouais, d'accord. Parce qu'il y a les professionnels de santé, les jeunes, ça attire les jeunes. Hein. Ils pourraient développer beaucoup plus avec des dentistes ou des choses comme ça, mais on n'a plus les locaux. On n'a plus les locaux pour ça. Et l'agrandissement, tant qu'on a on a 2 prêts là, un qui va se terminer en 2026. Là, après, on pourrait refaire un emprunt. Mais là, pour le moment, on n'a pas les moyens. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Toujours une question de M. Ritter. Voilà, la mairie est propriétaire et fait syndic, du coup. Oui. Et du coup, est-ce qu'il y a vos occupants sont donc locataires. Est-ce que c'est prévu pour toujours, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a une possibilité d'achat pour les professionnels? Non, on n'a pas voulu ça. Ils souhaitaient ça, on n'a pas voulu. On n'a pas voulu, on garde la maîtrise de l'ouvrage. D'accord. Après, peut-être, bon, on ne sait pas dans le futur, hein, donc ceux qui vont venir après nous, ils pourront peut-être le vendre ou ça. Après, c'est une réserve foncière pour la commune en même temps. Très bien. Parce qu'on avait vendu un autre bâtiment pour injecter les 200 000 € de fonds propres dans cette maison de santé. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions en lien avec le bâtiment. Je réponds rapidement à M. Esterman. Là. Oui, vous aurez le compte-rendu de la réunion. Enfin, vous aurez bien sûr la présentation et l'enregistrement. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le bâtiment pour M. Barlier? Et M. Siner doit s'en aller. Je le remercie encore de son intervention. Laurie, si ça te va, moi je te propose de poursuivre et de conclure du coup pour cette séance.
Mais merci, Monsieur Barly, en tout cas, d'avoir pris de votre temps. Merci à vous, hein. Merci, avec plaisir. Hein. Et comme dit, vous tapez maison de santé pluridisciplinaire Fréland, vous aurez sans doute les photos et tout ce qui est quelques renseignements supplémentaires peut-être. Et après, il est possible de contacter les professionnels de santé. Hein. Je pense qu'ils seront prêts à accueillir s'il y a d'éventuels intéressés pour ce type de construction, quoi. Pas de souci. Très bien. Bah, merci encore et puis bonne merci. Barly. Merci à vous. Hein. Au plaisir. Bonne soirée encore. Et donc, bah, juste pour conclure, bah, voilà, on a eu quelques commentaires et on vous en remercie déjà dans le chat. Donc, on espère avoir répondu à vos questionnements. Il y avait juste un questionnement un peu sur la communication que nous pourrions assurer pour promouvoir la construction bois. Alors, il y a beaucoup de choses qui existent, mais c'est sûrement pas suffisant. Vous connaissez comme moi les difficultés de la communication et du fait qu'elle puisse toucher un public large. Mais on mène ensemble beaucoup d'actions. Donc, il y a des livrets qui montrent un petit peu tous les projets que vous avez pu voir. Nous, on en publie des plaquettes qui sont disponibles et qui peuvent servir à promouvoir donc, la construction bois. J'ai aussi le souvenir, Laurie, je te laisserai compléter, mais il y avait une démarche des communes forestières sur la promotion de 100 constructions en bois local en France, qui doit encore faire l'objet d'un site internet pour promouvoir tous ces ouvrages. Bref, après, on est toujours preneur d'idées. Hein, si vous souhaitez qu'on réfléchisse à certains sujets, on peut bien sûr voir de nouvelles idées et voir un petit peu les moyens que ça nécessite. Et puis, il y a un gros axe aussi qu'on développe, hein, sont les visites de bâtiments. Il n'y a sûrement rien de mieux pour expliquer que de voir, hein, que de toucher le matériau. Et donc, en ce sens, on organise souvent des visites de chantier. Alors, je ne vous cache pas que, comme tout le monde depuis un an, on est un peu frustré de rester à la maison et de ne pas pouvoir vous réunir sur des bâtiments spécifiques. Mais clairement, on espère pouvoir relancer cette dynamique pour que vous puissiez avoir le témoignage des équipes qui ont construit des bâtiments spécifiques avec à la fois la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, et puis qu'on puisse partager des questionnements que vous pouvez avoir. Je regarde juste, pardon, avant de terminer, une question de Monsieur Georgel. Au niveau national, y a-t-il une production de mélèze pour la construction? Alors, oui, alors du mélèze, il y en a. J'avoue que je ne connais pas les chiffres exacts. La difficulté, peut-être, c'est qu'on en trouve peut-être aussi beaucoup dans des zones montagnardes, et donc il y a la question aussi d'accessibilité de la ressource. Mais effectivement, comment dire, du mélèze local, on peut en trouver. Après, c'est peut-être pas partout et peut-être pas au même tarif que vous citiez du mélèze du Brésil. Moi, j'avais connaissance du mélèze de Sibérie, hein, qu'on trouve peut-être aussi malheureusement plus facilement. Enfin, malheureusement, se pose toujours la question de l'impact carbone, hein, clairement. Donc, on est là pour encourager ces filières. Elles se développent, on va dire, donc certaines sont plus en avant que d'autres, mais par exemple, dans le Grand Est, j'ai connaissance de châtaigniers qui peuvent être valorisés en revêtement, en petites tuiles qu'on appelle des tavaillons, par exemple. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 5 ans, je crois. Hein. Et donc pour le mélèze, on peut espérer aussi quelques acteurs qui se lancent justement dans cette production dite locale, ou en tout cas nationale, pour justement proposer des produits de plus grande proximité. Voilà. Je remercie Monsieur Perrault là, qui nous interrogeait sur la communication. Et effectivement, nous, juste en complément, nous intervenons aussi en conseil municipal pour présenter les atouts du matériau, pour justement parler de l'économie, de la durée des bâtiments, un peu de tous les sujets qu'on a abordés, certes très rapidement ce soir, mais qui, on l'espère, vous apporteront des réponses peut-être aussi à diffuser auprès de vos équipes. Voilà. Je continue sur le chat. Le Douglas est aussi disponible, tout à fait. Localement, il y a beaucoup de production de Douglas, effectivement, dans beaucoup de régions de France, hein, d'ailleurs.
pour l'extérieur et la structure. Voilà, pour ma part, je pense avoir à peu près passé tous les messages. Alors, je conclus pour ma part et puis je laisserai Laurie, bien sûr, apporter le mot de la fin. En tout cas, en vous remerciant, vous toutes et tous, mesdames et messieurs, d'avoir assisté à ce webinaire, encore une fois, qui, on l'espère, vous aura conforté dans le choix du bois, ou vous aura apporté des éléments de réponse quant à son utilisation en construction. Et voilà, simplement, pour faire très court, toujours un appel au fait qu'on reste à votre disposition. Vous aurez bien sûr le diaporama avec nos coordonnées et qu'à ce titre, on est là pour vous aider dans vos démarches qui, on l'espère, vous apporteront pleine satisfaction. Voilà. Et merci aussi à Laurie et aux communes forestières d'avoir co-organisé cet événement avec nous. Et puis, je terminerai avec une dernière info avant de passer la parole à Laurie sur le fait qu'on reproduit cet événement le 25 mars avec toutefois 2 nouveaux retours d'expérience pour ne pas solliciter les mêmes élus. Donc ça peut être des retours d'expérience complémentaires si jamais vous le souhaitez, mais on va dire la présentation des outils restera la même. Voilà. Merci et puis bonne soirée à tous. Et Laurie, je te laisse le mot de la fin. Pour compléter rapidement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter après la conclusion de Thibaut. Donc là, c'était vraiment le but, c'est d'avoir un premier webinaire pour présenter l'outil qu'on a pu faire en partenariat. Et voilà, ça s'inscrirait dans une démarche où il y aurait plusieurs webinaires avec des sujets qui vous concernent le plus. C'est pour ça on va faire un petit questionnaire de satisfaction qu'on vous enverra par mail. Et donc, n'hésitez pas à nous dire aussi si vous avez des sujets qui vous intéresseraient plus sur le sujet de la construction et de la réhabilitation. Donc, et n'hésitez surtout pas, comme l'a dit Thibaut, à nous contacter, que ce soit pour des informations ou pour qu'on puisse vous accompagner en conseil municipal ou au long de vos projets. Et je n'ai plus qu'à vous remercier d'être venu d'avoir participé plutôt, parce qu'on n'a pas pu le faire en présentiel malheureusement, à ce webinaire. À vous souhaiter une bonne soirée. Et voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Ouais. Et merci aux intervenants également. Et merci. Là, encore une série familiale. Ouais. Oui, je tenais à vous remercier et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup de votre présence et de votre intérêt. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.
coupe l'enregistrement, Thibaut, pour que c'est le temps de charger.